Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins? Panique totale. J'ai jamais managé de ma vie, j'ai jamais dirigé d'entreprise. Si je plante ça, je remettrai ma démission. C'est OK pour moi. Je me suis engagé à l'armée, deuxième crise quand j'ai quitté l'armée, troisième crise existentielle, fin d'Eminente. Est-ce qu'il suffit de se poser la question, est-ce que je suis un boss toxique pour ne pas l'être? Ton manager, c'est un être humain, il a des journées de merde. Pourquoi vous l'êtes dans le luxe? Pas de bullshit. Soyez vrai. Qui peut te remballer? Personne. Aujourd'hui, je reçois un invité au parcours rare, exigeant et résolument singulier. Il a d'abord servi au sein des forces spéciales avant d'intégrer le groupe LVMH. Et il est aujourd'hui, à l'âge de 32 ans, à la tête de la maison de chocolat gastronomique Aleno et Rivoire. Bonjour Pierre Alban, bienvenue dans le prisme du luxe. Bonjour Solange, merci beaucoup. Ce que je trouve génial avec toi, c'est que tu as une vision très ancrée, très terre-à-terre du secteur du luxe, ce qui contraste un peu avec des visions parfois un peu trop idéalisées de ce secteur. Ouais, alors merci de me recevoir. C'est très intimidant pour moi. C'est la première fois que je fais ce genre de rencontre. Donc malgré l'effort spécial, le parcours, le luxe, on reste intimidé par un micro, une caméra et des lumières et un podcast. Donc non, très, très heureux de partager ce moment avec toi et surtout content de pouvoir adresser des sujets de manière décortiquer, un peu à cœur ouvert et simplifier un petit peu des choses qui sont souvent trop complexifiées. Pour te mettre un petit peu en jambes, pour t'échauffer, je te lance un petit défi, qui n'est rien à côté des forces spéciales, donc tout va très bien se passer. Ce défi, c'est de pitcher ton métier. Donc un pitch, ça doit tenir en 1 minute, c'est très concis, oui. C'est bref. Tu vas pitcher dans 2 contextes différents. Donc le premier contexte, c'est celui d'un jeune, d'un étudiant qui te demanderait ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire être directeur général d'une marque? Oui, alors c'est bon cet exercice. Pour simplifier, je suis directeur général du coup d'une entreprise de chocolat. Mon métier, c'est un métier de gestionnaire. Donc je fais de la gestion. Je gère des ressources humaines, je gère de l'argent qui m'est confié, je gère des achats, je gère des ventes, je gère de la production. C'est un rôle, avant d'être un métier, c'est un rôle qui est très transverse, où je discute avec tous les services de l'entreprise. Et ma mission est de coordonner tout le monde et de faire en sorte que tout le monde est dans la bonne direction. Très bien. Un deuxième contexte, ce serait expliquer ton métier à quelqu'un qui a à peu près le même niveau hiérarchique que toi, mais qui travaille dans un autre secteur. Donc là, ta posture est différente, je pense, dans le pitch, le jargon que tu vas utiliser aussi. J'ai trop souvent eu affaire dans ma vie à des personnes qui complexifiaient en fait les choses. Donc j'aurais tendance à avoir la même réponse, mais je vais essayer de me prêter à l'exercice et d'utiliser un autre vocabulaire. Mon rôle de directeur général, pour moi, est de pérenniser l'entreprise, qu'elle soit à la fois rentable, donc on puisse gagner de l'argent, ou qu'elle ait une plus-value, donc pour pouvoir la revendre à un moment donné dans la vie de l'entreprise, et d'assurer le bon fonctionnement effectivement de tous les services. Voilà, j'ai essayé d'utiliser un vocabulaire différent. Non, mais c'est très bien. Encore une fois, l'idée est de simplifier. Ouais. Non, mais c'est pas pompeux. C'est juste de mettre des mots. En fait, quand un talent va lire une fiche de poste, il y aura un jargon qui sera plus complexe, je suis très mauvais moins avec ce simple. Jargon. Je suis très mauvais avec ce jargon. Non, mais les fiches de poste aujourd'hui sont illisibles, je trouve. Ben oui, c'est mon toutes combat. Les mêmes. C'est toutes les mêmes. Les fiches de poste, c'est toutes les mêmes. Donc le fait de voir dans un premier temps comment tu as expliqué avec tes mots à toi et de manière simple, et ensuite comment tu l'expliques d'une manière un petit peu plus jargon et fiche de poste, oui. Ça permet aussi de mettre des définitions sur certains mots. Donc c'est ça que je trouve super intéressant, en fait. Alors on va revenir sur ton parcours un peu plus longuement. Tu as commencé à faire un teaser en parlant des forces spéciales. Effectivement, on est dans le prisme du luxe. Tu as travaillé et travailles encore dans ce secteur, mais tu n'as pas commencé dans le luxe. Tu n'as pas eu cette carrière un peu linéaire, sans jugement aucun, mais c'est moins linéaire que de faire son premier stage chez Cartier, ensuite de partir chez Chanel, je ne sais pas. Tu as commencé dans les FS. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'armée à 18 ans ? Alors déjà, je tiens à dire que les forces spéciales, c'est un peu le luxe de l'armée. Oui, c'est vrai. C'est des unités spéciales, donc on est dans des petites équipes très exigeantes, haut de gamme. C'est le haut de gamme de l'armée. J'ai plusieurs réponses. J'ai des réponses très romancées. Servir la France, servir le drapeau, faire un métier utile. Romancé, mais que tu penses. Oui, bien sûr. C'est pas du storytelling pur. C'est pas que du storytelling. Évidemment que
à 17 ans, à 16 ans. Déjà à 15-16 ans, je voulais faire un métier d'action et je m'entraînais. Je voulais entrer dans le GIGN initialement et je m'entraînais à un des tests d'entrée pour le GIGN et de nager 50 mètres pieds et poings liés. Donc je m'entraînais dans la piscine avec mon meilleur ami à nager, à passer ce test. C'est pas facile. Hein. Mais dans une piscine publique Non. Vous deviez passer pour des drôles de personnages. J'habitais dans le sud de la France et on avait dans un lotissement, on avait une piscine, donc il y avait un peu de monde autour. Mais bon, écoutez, on s'amusait bien. Hein. Je pense une version qui est un peu moins romancée serait de dire que quand on a son bac et tous les élèves qui passent leur bac doivent remplir des desiderata, là, je sais pas comment ça s'appelle. Là, maintenant, c'est Parcoursup. Quel élève n'a pas paniqué devant Parcoursup, en fait, hein, en fait, à 17 ans, tu sais pas ce que tu peux faire de ta vie. Moi, c'était pareil. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Mes parents m'avaient un petit peu orienté vers le droit. Voilà, donc, ils m'avaient inscrit avec mon aval ou pas à la Sorbonne, à Paris, pour faire du droit. Parce que le métier d'avocat me plaisait, parce que j'avais une grande gueule. Ils se sont dit, on va le pousser vers le métier d'avocat. Et en fait, je me suis engagé sans leur dire. Je suis parti. Rebelle. Oui, je suis parti. En fait, mais t'es parti du jour au lendemain sans prévenir tes parents ? Je pense que j'ai paniqué. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Ce qui est déjà très précieux à cet âge-là. Ce qui est déjà très précieux. Il y a eu, je pense, un vrai soupçon de bêtise de j'y vais. C'est pas vraiment, c'est pas rationnel comme choix. Je voulais être dans les forces spéciales. Je voulais faire du renseignement. Le renseignement me plaisait beaucoup. Et j'ai regardé un petit peu. Et j'ai vu ce régiment. Voilà. Je savais pas que c'était les forces spéciales. Je savais pas que c'était parachutiste. Je savais que c'était le renseignement. Et t'y es allé comme ça. J'ai passé mes tests, j'ai signé mes 5 ans et je suis rentré chez moi en disant que je m'étais engagé et je suis parti. Ok. Voilà. Alors, tu parlais de l'engagement. C'est vrai qu'on associe quand même beaucoup les forces spéciales à la rigueur, à l'exigence, à une certaine endurance psychologique au-delà du physique aussi. Est-ce que paradoxalement, toute cette discipline, c'est ce qui t'a permis ensuite de gagner en liberté ? Alors déjà, je pense que j'étais, pour revenir un tout petit peu à la question précédente et j'enchaînerai, je suis quelqu'un d'idéaliste. Alors j'allais dire très idéaliste, mais en fait on peut pas être un peu ou très... Je suis idéaliste et poursuivre un idéal et je pense quelque chose qui m'a vraiment motivé dans cette décision. Et donc pour répondre à cette question, effectivement, pour atteindre une vraie liberté, c'est ce que tu m'as partagé comme vidéo. On pourra la remettre dans le lien ci-dessous. Je sais pas si ils font ça dans les. Oui, c'est le podcast Les Lueurs. Ouais, et c'était dans la marine. C'est quelqu'un de la marine, je crois, qui témoignait et qui parlait de la notion de discipline. Un ponte de la marine. Mais plus on maîtrise son sujet, plus on est précis, plus on est exigeant. Effectivement, plus on est libre. Ça passe. Par exemple, dans cette formation militaire. Il y a un contrôle continuel de son équipement, donc on contrôle son arme, sa radio, son sac, c'est vraiment tac tac tac. Il y a une gestuelle, hein, vraiment on dort avec. Et je sais que moi mon contrôle aujourd'hui c'est sac, téléphone, clé, mais je le fais systématiquement, sac, téléphone, clé. Et donc je ne perds pas mon téléphone. Ça me confère une certaine légèreté d'esprit parce que je sais que musculairement et instinctivement j'ai cette rigueur et donc j'ai pas à me soucier de mon téléphone parce que je sais qu'il est là. Donc cette liberté, on y accède effectivement par cette rigueur et cette exigence. Tu es resté 5 ans au sein des forces spéciales et puis, aventure assez extraordinaire, tu te retrouves à intégrer un grand groupe, le groupe LVMH. Donc, comment t'es allé à travers toutes ces étapes ? J'ai quitté l'armée un peu de la même manière dont je suis rentré. C'est-à-dire, je pense que l'armée est un vrai sacerdoce. C'est une vraie vocation. On y donne sa vie, on y donne son temps, on y donne son corps. C'est une vraie vocation. Et tout mon parcours, et j'y reviendrai plusieurs fois, mais c'est un peu cette recherche de vocation de qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis sur Terre ? Sans parler de spiritualité, hein, enfin, on pourrait aborder le sujet, mais pourquoi est-ce que je me lève tous les matins et qu'est-ce que je fais là ?
Et donc je me suis engagé à l'armée, j'ai fait une sublime expérience humaine avec des choses très dures, des choses très belles. Et au bout d'un moment, il y a ce questionnement de bon, est-ce que c'est ça? Donc je pose la question, tu as quand même fait 1 an et demi de formation extrêmement rigoureuse. On est parti en mission, on s'est engagé. J'ai plus de 18 ans, je commence à en avoir 21, 22, 23. J'ai pas fait d'études. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que je continue? Donc j'avais commencé à préparer les concours pour devenir officier, pour m'élever intellectuellement et puis en compétences et en responsabilité. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu l'as senti? Je le sens pas, c'est pas ça, ça me gonfle, ça me plaît pas. Alors j'avais plein d'arguments bidons à l'époque de j'ai fait le tour, mais qui sont des arguments très arrogants. J'ai pas du tout fait le tour. C'est juste je sentais pas le truc. Que tu ressentais aussi. Je sentais pas le truc. Voilà, je sentais pas le truc. Et donc envers et contre tous, j'ai quitté l'armée. Voilà. Vraiment, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et je ne me suis pas reconverti dans la sécurité, dans la police, dans la gendarmerie, dans tout la reconversion classique. Je me suis posé la question, Pierre Alban, qu'est-ce que tu aimes faire? Vraiment, genre, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aimais bien boire de l'alcool. Voilà, je vais bien picoler. Consommer avec modération. Évidemment, avec modération. Non, mais on était en Bordelais, donc non. Alors, je vais la refaire, mais j'étais épicurien. J'aimais bien les bonnes choses. J'aimais bien le bon vin, les bons alcools, le bon pâté, la bonne bouffe. J'étais très épicurien. J'aimais beaucoup discuter avec les gens. J'avais 2 angoisses dans ma vie qui étaient ne pas savoir jouer au baby-foot et ne pas m'y connaître en vin. 2 salles, 2 ambiances. Ouais, 2 salles, 2 ambiances, mais j'avais j'étais un peu humilié d'être au restaurant et de pas pouvoir choisir une bouteille de vin, quoi. Étant français, vraiment, c'était pour moi un peu, j'avais honte de pas savoir. Okay. Et donc, je me suis dit, reconversion, je vais vers un métier où je vais apprendre le vin et je vais vers un métier où je vais parler aux gens. Donc, je me suis dit, événementiel œnologique. Voilà. Donc, j'ai bombardé ma reconversion dans cette direction parce que c'est ce que j'aimais faire. Ok, et donc tu arrives chez LVMH en alternance. Effectivement, reconversion dans le milieu du vin, événementiel. Ouais. Donc effectivement, je n'avais aucune connaissance de relations de presse, de communication, d'événementiel. Si tu aimes parler aux gens et tu as un peu de notion d'organisation, c'est les métiers qui se font, bien sûr. Donc Moët & Chandon, j'organisais des soirées pour Moët & Chandon, notamment au Pavillon Le Doyen. Où j'ai rencontré Yannick Aleno et ses fils, Antoine et Thomas, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Donc chef étoilé. Chef effectivement multi-étoilé. Aujourd'hui, le plus grand chef étoilé au monde, il faut le rappeler, qui est un très grand chef cuisinier. Donc on te propose, en fait, comment ça se passe pour la suite? Ma femme en alternance, ça ne se fait pas. Je suis embauché au Pavillon Le Doyen pour être responsable commercial pendant 1 an. Et ensuite, au bout d'1 an de responsable commercial au Pavillon Doyen, je revois mes anciens contacts, gens que j'appréciais beaucoup chez Moët & Cie. Et là, est né le projet de la création d'une marque de rhum qui s'appelle Eminente, une marque de rhum cubain. Donc le groupe LVMH, donc Moët & Cie, n'avait pas créé de marque depuis des dizaines d'années. Et la précédente marque de rhum qu'ils avaient créée fut un échec total. Donc là, petite équipe qui se monte. J'arrive au bon endroit, au bon moment, au bon timing, et recruté dans l'équipe pour créer la marque Eminente. Waouh. Voilà. Et comment on crée? Alors, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, c'est créer une marque de rhum, partir de zéro, mais dans un grand groupe, donc avec la force de frappe d'un grand groupe. Vous êtes parti de quoi, en fait? Sur quoi tu as travaillé? Alors, il y a 2 personnes donc, qui sont Camille de Dominici et Briac de Certaines, qui sont les 2 cofondateurs qui ont initié cette réflexion et qui ont bien débroussaillé, même posé les bases de cette marque. Quand tu dis poser les bases, c'est le positionnement. C'est l'origine du produit, le nom et toute l'histoire qu'on raconte. Parce que tu me dis comment est-ce qu'on crée une marque, c'est l'histoire qu'on raconte. Donc il y a 2 choses. Il y a le besoin. Donc il y a un besoin, il y a un marché parce qu'on n'est pas une association caritative. Il faut gagner de l'argent. Donc il y a un besoin et associé à ce besoin, il faut raconter une histoire. Il faut que cette histoire, elle touche des émotions. Et donc effectivement, des 80 ou 90 pays producteurs de rhum sur la planète,
Il faut aller voir un petit peu quels sont les pays qui font un peu rêver les gens. Et quand on screen les pays, effectivement, Cuba fait partie des pays où il y a tout un imaginaire autour. Hein. Moi, souvent, je te dis Cuba, tout de suite, t'as les yeux qui s'émerveillent, t'as les yeux qui s'illuminent. Tu te dis, attends, les voitures américaines, les vieux buildings, Che Guevara, Cuba, quoi, incroyable. Tu penses connaître Cuba, parce qu'on t'en a montré des vidéos, tu y es peut-être allé, mais c'est un pays qui est assez peu connu. On connaît la Havane, mais on ne connaît pas Cuba. Et donc, c'est un peu ce sur quoi ont mis le doigt Camille et Bréac, c'est de se dire, on va montrer Cuba, le Cuba sauvage, le Cuba en dehors des sentiers battus. Et là, en fait, tout s'aligne. Hein. Là, tu te dis, OK, là, en fait, le rhum est un énorme marché, Cuba est un pays qui fait rêver, et le Cuba en dehors des sentiers battus, voilà, tout de suite, l'émotion, elle est là. Tu fais voyager les gens, là, tu leur proposes un produit associé directement à une expérience par le storytelling. Donc, Immédiatement. Et de là, du coup, le positionnement est fait, et après, il faut adapter ce positionnement à la culture locale. Moi, j'étais sur le marché français, avec Elodie Pomikala, qui était market manager, et Dylan Cohen, qui était mon binôme, en tout cas au début, parce qu'après, l'équipe a grandi. C'est de se dire comment est-ce que les Français consomment du rhum, à quelle occasion, pourquoi, où est-ce qu'ils l'achètent. Et après, toujours associé à un storytelling, il faut des éléments très, très commerce. Hein, il faut des éléments pragmatiques, factuels au-delà de l'émotionnel. Exactement. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez observé comme différence dans la consommation, dans les moments de consommation, dans la façon de consommer en France versus dans les pays les plus consommateurs qui sont peut-être aux États-Unis On s'est vraiment inspiré de ce que faisaient les autres et on s'en est émancipé. Donc il faut vraiment regarder ce qui se fait, se poser la question de pourquoi est-ce que ça se fait, parce que s'il y a des choses qui ne se font pas, il y a des raisons aussi pour lesquelles ça ne se fait pas. Quand on trouve une bonne idée en disant c'est trop bien, je vais révolutionner le truc, faut se dire personne l'a fait, peut-être que t'es pas un génie en fait. Voilà, il y a peut-être une personne raison. l'a fait. Des Einstein, il y en a quand même pas tous les jours. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas. Voilà, c'est peut-être trop compliqué, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être machin. Et après, il y a peut-être aussi c'est juste parce que la personne il y a personne qui a eu l'énergie, la vision ou les tripes d'y aller aussi. Hein. D'aller au bout. Parce qu'en fait, avoir une idée, c'est génial, mais dérouler... Et donc, c'est de se dire, sur le marché français, comment est-ce que les marques de rhum se développent, comment est-ce qu'une marque de rhum d'LVMH doit se comporter, et comment est-ce qu'une marque de développe d'LVMH dans un contexte post-Covid doit se comporter. Donc après, associé à tous ces paramètres, voilà, donc on met des filtres petit à petit, puis après la roadmap, elle se découle. Donc nous, on a essayé de sortir du carcan marketing habituel en redéfinissant du vocabulaire, en redéfinissant une stratégie. Donc on a commencé par définir nos cibles, qui est la personne que j'aimerais voir avec notre bouteille. Ouais, ce qu'on appelle les personas en jargon marketing. Ouais, c'est ça. C'est et vraiment donc souvent c'est Pierre, il a tel âge. Et c'est pas juste machin CSP+ truc. Non, c'est vraiment genre il faut du quali aussi. Il faut jouer aux Sims. Hein. C'est vraiment genre si je dois faire mon Sims de qui m'achète. Tu peux le dessiner. Il faut l'habiller, il faut le visualiser esthétiquement, physiquement, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il consomme, où est-ce qu'il achète. Donc là, on avait 3 catégories du cible, je les ai plus en tête. Hein. Il y avait le urban escapist, qui était ce Parisien costard, la défense, vraiment, ou l'avocat, jeune avocat, qui, le vendredi 18h, il va à Quiberon faire du kitesurf tout le week-end. Ouais. Il revient le dimanche soir à 23h, il repasse sa chemise et il repart à la Défense toute la semaine. Donc c'est vraiment ce urban escapiste qui va dénicher les petits endroits dans la ville parce qu'il veut s'échapper de la ville dans son quotidien qu'il adore. Hein. Et donc ce gars-là, quand il va à Quiberon, en Bretagne, et ben en fait, il va au PMU. Parce qu'il veut trouver du local. Et donc, ma bouteille Eminente que je trouve dans les bars tendance à Paris, je dois la retrouver au PMU de Quiberon. Ah ouais ? Bien sûr. Parce qu'en fait, ce gars-là, moi, je veux le tacler à Paris dans les endroits cool, mais je veux le tacler quand il est aussi à Quiberon. Et c'est ça qui était très cool dans ce développement de la marque, c'était d'aller dans les endroits où LVMH ne serait pas allé initialement.
D'accord. Oui, mais c'est hyper intéressant ce que tu expliques parce que c'est comment penser sa stratégie de distribution. Et on a tendance à associer le luxe avec une distribution ultra sélective. Mais là, ce que tu expliques, c'est que c'est sélectif dans le sens où on doit le retrouver là où il y a nos personas, là où il y a nos cibles. Et donc, si c'est dans un PMU, on va dans un PMU. Par contre, c'est pas n'importe quel PMU, c'est le PMU de Quiberon. Exactement. Et c'est pour ça que le développement n'a pas été confié aux commerciaux Moitensi. Ouais. Parce qu'ils auraient placé la bouteille dans leur portefeuille de clients LVMH classique, là où nous allions chercher des endroits très précis. Comment on fait pour trouver ces endroits-là? C'est une vraie question. On marche beaucoup. Et vous observez les gens discute, dans les restos, on observe dans... énormément. J'ai passé des heures à sentir des endroits. Lyon, par exemple. Moi, j'avais Rhône-Alpes, le Grand Ouest et Paris. On s'était répartis les arrondissements parisiens. J'avais 3, 4, 5, 11, 12, 19, 20. Quand on va à Lyon, on fait les principaux bars à cocktails, on sent l'ambiance, on regarde les gens, on lit des articles, on pose des questions aux gens, on déjeune, et en fait, au bout d'un moment... On fait du renseignement, en fait. C'est du renseignement. C'est exactement ça, c'est du renseignement. Mmh. Et après, c'est aussi où est-ce que toi t'irais. Tu es censé connaître ta cible, et puis tu es censé aussi te mettre dans ton persona. Ouais. D'ailleurs, si j'étais mon persona, ma cible, où est-ce que j'irais? Donc tu te balades en ville, tu suis un peu les flux, tu regardes un peu les ambiances, tu dis c'est pas tout à fait ça. Et après, après t'es rattrapé aussi par le commercial. Donc cette stratégie, elle a très bien fonctionné au début. Et puis après, petit à petit, on ouvre un petit peu les vannes. Et puis après, on arrose un peu plus large, un peu plus large, un peu plus large. Puis après ça fait la marque est réintégrée au portefeuille. Et après, on arrose. Après, c'est parti. On arrose. Mais ce qui est chouette, c'est de se dire que tout ne repose pas sur des études, du factuel, et que les équipes vont aussi sur place. Comme quand tu audites une marque, moi, par mon métier de consultante, tu vas en boutique, tu sens l'énergie de manière comme ça assez naturelle, et ensuite tu y vas avec ton œil d'auditeur. Mais là, c'est exactement ce que vous avez fait. C'est j'y vais, je sens l'espace, et c'est pas que factuel. Il est dans tel quartier, donc ça va être la bonne cible. C'est bien de se dire qu'à l'ère de l'IA, qu'avec toutes les technologies qu'on a, on va quand même se baser sur la sensibilité. Oui, il y a la sensibilité, et il y a cette valeur ajoutée de chaque individu qui composait l'équipe. Et ça, c'est primordial, et c'est un vrai message à retenir, c'est que faut s'écouter. Faut s'écouter, et si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Faut être OK avec les retours qu'on va vous faire, mais il faut parler. Ouais, il faut parler. Bon, merci d'avoir été transparent et puis très pédagogue, c'était clair. Si on revient après Eminente, tu revois Yannick Aleno. Parce que tu le connaissais du pavillon Le Doyen, c'est ça? Alors après Eminente, la marque est donc réintégrée au portefeuille. L'équipe, peut-être dissoute est un peu un gros mot, mais est ventilée. Troisième crise existentielle de vie, à 30 ans. Donc il y a eu effectivement la première où je me suis engagé à l'armée, deuxième crise quand j'ai quitté l'armée, et troisième crise existentielle, fin d'Eminente, en disant est-ce que je reste dans le groupe? Est-ce que je pars? Est-ce que je postule? Est-ce que j'ai postulé à beaucoup d'endroits? J'ai jamais eu de réponse. Voilà. Ça, c'est... Donc, si vous savez pas... Ça arrive même au meilleur, comme ça. Vraiment, j'ai envoyé des CV à tout va. J'ai pas eu de retour. Et je me suis inscrit au Compagnon du Devoir pour devenir menuisier, parce que je me suis dit... Je voulais retrouver cette rusticité militaire. Je voulais avoir mal aux mains. Je voulais boire du café tiède et garder cette créativité et ce niveau intellectuel de l'entreprise dans le civil et dans l'entreprise du luxe. Donc faire du beau. Voilà. Et encore une fois, ce besoin qui est avoir des mains qui pensent. Donc un métier du bâtiment, de l'artisanat... qui avait un beau site internet, un devis dans les temps, qui fait du beau travail. Donc je me suis orienté vers ça. J'avais trouvé une alternance, j'avais trouvé tout ce qu'il fallait. Et effectivement, j'avais gagné de très bonnes relations
avec le directeur général du groupe Aleno, qui s'appelle Teddy Gillot, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, écrit un peu de nulle part, me demanda si je voulais prendre un café. Ce ne sont pas des gens qui veulent boire des cafés. Hein. Donc je dis évidemment, il m'a écrit à 18h, je dis demain matin, 9h30. Donc j'ai cet échange avec Teddy Gillot qui me dit qu'il souhaite me confier le poste de direction générale d'Aleno et Rivoire. T'étais surpris? Même quand on parle encore aujourd'hui, t'as l'air surpris. Des moments de panique totale. Je n'ai jamais managé de ma vie, j'ai jamais dirigé d'entreprise. Pourquoi moi? Enfin, c'est un peu ce que tu t'es dit, quoi. Alors, j'ai conscience de mes capacités de gestion, de création de marque, de cette capacité d'embarquer un peu les gens, ce passé un peu riche et complexe qui fait qu'on peut développer des compétences. Les soft skills, je les ai. Et c'est quoi l'inverse? Les hard skills, ça s'acquiert en fait, évidemment. Donc je fais pas semblant non plus. Je sais que je suis passé par LVMH, j'ai un parcours effectivement militaire assez sérieux. J'ai fait un master 2 dans une bonne école de commerce, en tout cas un nom d'école qui ouvre les chakras. Voilà, des gens quand on leur dit. Et donc il y a quand même quelques drapeaux au vert. C'est pas genre haha, je tombe de nulle part, on m'appelle. Oui. Il y a quand même des feux qui passent au vert avant d'arriver là. Hein. J'ai passé l'entretien d'embauche le moins stratégique, je pense, de la planète. Hein. Il faut pas mentir. Faut pas mentir. Bah non, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même du fit. Faut pas mentir. Mais quoi qu'il arrive, faut dire ce qu'on pense avec toute votre intelligence. Avec toute votre intelligence, dites ce que vous pensez. Quand je dis le moins stratégique, c'est que évidemment que ça me fait rêver, ce poste, mais faut jouer carte sur table. Voilà. Donc j'ai 2 heures d'échange avec Teddy Gillot, passionnant. 1 heure d'échange avec Yannick Aleno, évidemment quelqu'un de passionné, passionnant, visionnaire. Et moi, ça m'excite, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai les étoiles dans les yeux. Et ensuite 1 heure avec Sandrine Cambazard, donc la DRH du groupe, quelqu'un pareil que j'apprécie beaucoup. Et donc short de 2 heures plus de 4 heures d'entretien d'affilée. Wow. Je vais marcher. Bah oui. Je rentre chez moi, je vais voir ma femme. Je lui en parle quand même, parce qu'on n'avait pas du tout prévu ça dans les papiers. Et je reçois une proposition factuelle à minuit, voilà, le soir même. Voilà, donc ça, c'est des moments un peu à couper le souffle et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est ce vers quoi je suis appelé? Toujours, je reviens à cette vocation parce que je vois trop de gens tristes qui sont pas au bon endroit, pas au bon moment et qui s'entêtent et qui... beaucoup de gens veulent travailler dans le luxe. On revient au sujet du luxe. Hein. Pourquoi ? Ah oui, mais c'est la question qu'il faut se poser. Il faut avoir des bonnes raisons de vouloir le faire. Parce que en fait, on peut être client du luxe et pas pouvoir travailler dans ce secteur. C'est 2 choses tellement différentes. J'ai fait passer un entretien d'embauche à une personne et moi, j'ai quelques questions un peu clés. Je crois qu'on y reviendra. Je lui ai dit, mais c'est quoi votre rêve ? Et elle me répond, travailler avec les animaux. En tant qu'employeur, je ne vais pas participer à ton bonheur. Et vraiment, j'ai l'impression d'être un podcasteur quand je dis ça. Et vraiment, écoutez-moi. Enfin, écoutez-vous. Ouais. Si vous voulez, votre rêve, c'est travailler avec des animaux, n'allez pas dans le luxe. Si votre rêve, c'est d'aider les gens, n'allez pas dans le luxe. C'est votre rêve. Enfin, je veux dire... Oui, ou alors, pour aider les gens, dans aide, on peut mettre plein de choses, mais on peut faire de la conciergerie, on peut travailler sur l'accompagnement des VIC, enfin, des clients très importants. Mais la question que je me suis posée, du coup, c'est si j'accepte, pourquoi est-ce que j'accepte ? Est-ce que c'est ce à quoi je suis appelé ? Est-ce que c'est mon rôle sur Terre d'être là ? Et à la fois, c'est difficile quand même de prendre cette décision parce que tu sais pas encore ce que tu vas vivre en tant que DG comme tu l'as jamais été. Donc c'est dur de savoir si c'est ce... Il n'y a pas de mauvaise route. À partir du moment où on se pose cette question, il n'y a pas de mauvaise route. Parce que quand on est dans le dur, on ne pourra pas se dire « Ah ouais, mais j'y ai pas réfléchi ». Quand je suis dans le dur et que je me dis « Mais pourquoi je suis là ?» Je repense en me disant « Bah ouais, mais en fait, j'ai choisi consciemment de partir à droite. » Parce qu'on est justement dans un moment où on a besoin de remettre du sens, qu'il y a un peu un choc des générations entre la Gen Z et
les générations précédentes, parce que justement la Gen Z se pose ces questions tout le temps, ce qui parfois est quand même très très déstabilisant, parce qu'on se demande tout le temps pourquoi je suis là, est-ce que je suis sûre, et parfois à trop se poser de questions, on est aussi dans l'immobilisme, donc je pense qu'il faut arriver à doser le why, là, le fameux pourquoi. Par moment, il faut juste y aller si on le sent et arrêter de trop se questionner. Mais je pense que c'est ça que tu dis, c'est un pourquoi que tu ressens dans ton fort intérieur. T'es pas là à faire la liste des pour et des contre, à tout rationaliser. Non, c'est pourquoi, comment je le ressens, c'est un why profond, voilà. Et c'est dur. Ouais. J'insiste. Mais il faut avoir du courage. J'insiste, c'est d'une difficulté. Enfin, c'est panique générale. Il y a tous les voyants sont et encore une fois, je reviens un peu en arrière. Quand j'étais en alternance chez Moët & Chandon, j'ai eu des propositions de VIE ou d'autres postes en stage en attendant d'un CDD potentiellement parce que ça ne me convenait pas. Bah oui. Moi, Pierre Alban, avec mon parcours, ça ne me convenait pas. Donc, je n'ai pas accepté. Mais j'ai fait 7 mois de chômage. Horrible. Vraiment horrible. T'es là tous les jours à dire j'ai pas de travail. Et je sais pas ce que je veux faire, mais je ne voulais pas faire de VIE, machin, truc bidule. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, je suis prêt à prendre le risque de pas y aller parce qu'en fait, c'est pas fait pour moi. Ouais. Et ces prises de risque, elles sont sublimes. Ces moments de difficulté, c'est des vrais moments de vie où on se sent vivant. Mais ce que tu me dis, ça fait écho à une conversation que j'ai eue avec une amie récemment où on voyait la vie et les choix professionnels comme une espèce de pente qui fait ça. En fait, il y a des plateaux au fur et à mesure. Donc, tu as des moments de pic, d'ascension, c'est génial, tu es galvanisé, tu es excité par ce que tu vis. Puis à un moment, il y a un petit creux, c'est un peu plus plat et tu te dis je panique, il se passe rien. C'est même un peu plus vide. Ou parfois, ça redescend un petit peu, peut-être, donc il y a du vide. Sauf que pour que tu aies de nouveau un pic, tu as besoin de ce plateau parce qu'il faut que la nouveauté... tu peux pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Donc, il faut laisser du vide pour que la nouveauté puisse émerger, pour se relancer, quoi. Mais tout ce témoignage, encore une fois, ça, je te l'ai dit que je le dirais, mais il s'applique à mon parcours, à ma personnalité, à mon histoire. Non, mais c'est ton prisme à toi et c'est ton histoire. C'est mon prisme à moi, effectivement. Bien sûr. Je ne planifie pas. Là, je suis directeur général d'Alénois Ivoire. Je souhaite y rester. La question, tu veux faire quoi dans 5 ans ? Je n'en sais fichtre rien. Mon angoisse, cette question. Vraiment. J'ai jamais su répondre. Entretien d'embauche, c'est quoi ton plan à 3, 5, 10 ans ? J'en sais rien. Regarde les success stories. Alors, évidemment, il faut remettre dans le contexte. Tu vois, des Steve Jobs, des machins, des trucs. C'est des gars qui ont suivi leur trip. Alors, ils avaient du talent magnifique, mais ils ne se sont pas dit je vais devenir CEO d'Apple, de Microsoft, de machin. Bah non. C'est des tripards. Ouais. C'est des mecs qui, très talentueux, encore une fois, faut faire attention. Mais ils ne se sont pas dit dans leur tête je vais monter une entreprise de téléphone qui va devenir pas du le tout. leader. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À propos de trip, à propos de talent, aujourd'hui, tu diriges quand même une marque, une entreprise qui porte le nom d'un chef étoilé, donc le plus étoilé au monde, qui est encore vivant, qui est une célébrité, qui est connue, qui est très présent aussi dans les médias. Dans le secteur du luxe, on a l'habitude d'avoir des dirigeants qui dirigent des marques dont les fondateurs sont décédés parce que ce sont des maisons centenaires. Donc, comment est-ce que tu gères le fait de diriger la marque de quelqu'un, la marque éponyme de quelqu'un qui est encore vivant, qui est très présent ? Comment est-ce que vous répartissez en fait un peu les rôles ? Est-ce que lui, c'est forcément l'incarnation et toi, la direction, la vision ? J'imagine que c'est un peu plus poreux que ça. J'aime bien être dans l'ombre, d'où la difficulté de ce podcast. Je mets en lumière les chefs. Donc ceux qui ont la lumière, ce sont Yannick Aleno, évidemment. Aurélien Rivoire, pour sa créativité, parce que c'est le chef pâtissier historique du groupe Aleno. Donc mon rôle est d'exécuter et de faire en sorte que leur vision prenne vie. Voilà. C'est de comprendre quand Yannick Aleno me dit va à droite, de comprendre, en fait c'est pas droite 45 degrés, en fait c'est 46,5. Voilà. Quand il me dit faut faire ça, c'est dans tous les ça, c'est faire le tri, quantifier, mettre des chiffres, proposer des solutions, proposer des alternatives,
concrétiser ce qu'il a dans le cœur et dans la tête. Donc moi, je suis au service des chefs. Hein. Je suis à leur service. Je suis au service des gens qui me sont confiés, de tous les responsables. Le métier de direction est un métier de serviteur. Voilà, je suis au service. Comment tu sais que tu as la bonne organisation ? Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est quand même de structurer la bonne organisation. Il y a tellement de marques qui ont besoin de faire appel à des cabinets extérieurs parce que c'est d'une complexité sans nom. Tu diriges une entreprise, pas une association. Comment tu fais pour savoir que tu as la bonne organisation ? Est-ce que c'est parce que tu as ton petit bureau de pilotage avec ton poste de pilotage avec tous les KPIs et si ça clignote rouge, tu te dis que c'est pas bon, donc tu réorganises ? Ou encore une fois, il y a beaucoup d'intuition. Enfin, c'est quoi la bonne orga pour toi ? Ces rôles de direction sont des rôles de solitude, hein. Les rôles de management comme ça sont des rôles de grande solitude. Alors on a quelques repères. Hein. Il y a des grandes lignes. En fait, moi, j'aborde le sujet de manière très comme un ingénieur. C'est que j'ai une liste de tâches à effectuer dans chacun domaine d'activité qui composent une entreprise. Il faut être très pragmatique. Donc j'ai des ressources humaines, de la finance, effectivement des commerciaux, du marketing, de la vente, voilà, ainsi de suite. Hein. On énumère les services, on sait les objectifs à atteindre, voilà, pour qu'une entreprise puisse tourner. Et puis en fonction de ces objectifs à atteindre, il y a une liste d'actions à mener. Et en face de ces actions, il faut mettre des êtres humains. Et après, ça se compose. Hein. Il y a à la fois, effectivement, des grandes lignes qu'on apprend un petit peu à l'école, en discutant. On sait qu'un commercial dans le secteur du chocolat génère tant de chiffre d'affaires. On sait qu'une responsable de ressources humaines peut gérer, a priori, un pool de tant de personnes. On sait qu'un comptable peut gérer à peu près tant de flux. Ça, c'est des grandes lignes, hein, c'est du sens commun. Et puis après... Après, il y a la réalité. Il y a la réalité du quotidien, il y a le ressenti, et il y a ta compétence de directeur à embarquer et à faire. Voilà. Et après, on se plante. Hein. Voilà, je me rapproche du micro. On fait des erreurs. On fait des erreurs. Il y a un échec dont tu peux parler ? Il y en a tellement. En décembre dernier, on a eu une forte demande dans le chocolat, voilà, donc, qui a nécessité une suractivité des employés de l'entreprise, moi y compris, de manière totalement déséquilibrée, avec des horaires que je n'oserais pas citer, avec des jours travaillés que je ne pourrais pas décemment dire. Mais c'est très dur. Enfin, ce que tu expliques là, c'est super important. C'est que parfois, quand tu es salarié, tu te dis mais mes boss, en fait, ils en ont rien à faire, que moi, je suis en train de bosser comme un dingue, je fais des heures sup. Ce que tu expliques, c'est que toi, tu as conscience en fait que c'est pas normal. Les dirigeants ont conscience. Ce sont des êtres humains. On est en France, il y a un code du travail, il y a des lois, les heures supplémentaires sont comptées. J'ai demandé aux employés d'aller dans les voir une surimplication. En conscience. Consciemment. Et je regrette parce que c'est typiquement le résultat d'un manque d'organisation en amont. Ouais. J'aurais dû anticiper, répartir mieux les tâches en amont, mieux suivre. Et donc, quand on a la tête dedans, moi je suis un soldat, hein, donc on y va, on sort le truc, on délivre, et on verra après. Et je suis très heureux que ces gens-là m'aient suivi. Ils ont été extraordinaires. On a atteint les objectifs. Mais la victoire a un goût amer. Hein. La victoire a un goût amer parce que pas dans les bonnes conditions. C'est pas dans les bonnes conditions. On y perd des plumes. On en sort un peu blessé, fatigué, avec un peu de rancœur vis-à-vis de l'entreprise. Et donc toi, entreprise, comment tu gères le après ? Parce que tu as dit il y a un après. Vous faites un post-mortem de direction, un post-mortem avec les équipes. On s'en parle, bien sûr, on s'en parle. Et après, c'est de se dire, on fait tous le constat que c'est plus ce qu'on veut. Okay. Et là, c'est de se dire comment est-ce qu'on met les choses en place pour plus que ça se reproduise. Mais donc, tu responsabilises tes équipes aussi en leur disant, moi, je suis transparent, ça s'est mal passé de cette façon-là. Bien sûr. Regardons comment on fait. Oui, bien sûr. Et
les échecs, c'est... Enfin, j'ai fait passer un entretien, encore une fois. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup poser. C'est racontez-moi un moment où vous êtes planté. Parce que c'est sublime. Enfin, je veux dire, c'est très américain en l'occurrence, hein, de se dire plantez-vous. Enfin, franchement, on apprend tellement. Et cet entretien où le mec me dit, bah non, vraiment, moi, tout s'est bien passé dans ma vie. C'est même pas la peine, franchement. Bah, c'est soit un manque d'honnêteté, soit un manque de prise de recul sur son parcours. Bah, c'est soit tu t'es pas mis en danger, donc t'es toujours resté dans ta zone de confort, et auquel cas, bah, moi, ça me rassure pas. Ça va pas le faire avec toi. Non, pas du tout. Soit t'es un menteur, et ça me convient pas, soit t'es pas vraiment conscient de ce que tu es, et bon, ça me convient pas. Dans tous les cas, ça fonctionne pas. Donc, quand on se plante, et en fait, pareil, ça pourrait être un podcast. Vraiment, j'en ai tellement. Mais l'art de l'échec, c'est vrai que c'est mais un sujet. Mais il faut se planter tête haute, par contre. Hein. Tête haute. L'assumer dans ce sens-là. Pas arrogant, mais ok, je me suis planté. Je sais pourquoi. Faut être prêt à en payer les conséquences. Hein. Je tais les noms, mais j'ai des dossiers que j'ai failli planter. Et vraiment, je me dis, bah, si je plante ça, je remettrai ma démission. Enfin, genre, c'est ok pour moi. Samouraï mode. Vraiment, ok. C'est comme ça. Ah ouais, t'assumes jusqu'au bout. Oui, c'est un peu tout ou rien, quand même. Faut y aller. Oui, c'est ma personnalité. Mais c'est ta personnalité, c'est ta façon de diriger. Ça convient pas à tout le monde. Et j'apprends à me modérer. Dans le rôle de DG, il y a le rôle de direction et le rôle de manager. Oui. Donc c'est peut-être plus dans le rôle de manager que tu as besoin de te modérer. C'est un des rôles les plus durs sur Terre, de manager. On a beaucoup sur Instagram du contenu sur mon manager est un manager toxique. C'est comme les... comment t'appelles ça en couple, là, les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques. On se dit aussi, je me pose toujours la question, genre, est-ce que moi je suis un pervers narcissique, quoi. Vraiment, ça devient... Si tu te poses la question, a priori, c'est que tu l'es pas. Parce qu'il se pose pas trop ce genre de questions. C'est angoissant, parce que du coup, est-ce qu'il suffit de se poser la question, est-ce que je suis un boss toxique pour ne pas l'être, tu vois? Managérialement parlant, j'ai été toxique. Et il y a des journées où je pense que je suis toxique. Parce qu'en fait, je suis humain. Enfin, je veux dire, on fait tout un truc de « oui, mon manager est toxique », mais ton manager, c'est un être humain. Quand il rentre chez lui, il a des journées de merde. Il a ses problèmes, il doit payer ses impôts, il n'a pas fait ses courses, il doit passer sa chemise. Comme tout le monde. Bah, on a de l'indulgence pour les managers quand on en devient un soi-même. Enfin, mais tellement. Je me suis... pas de blague, hein, je me suis excusé hier soir auprès de mon ancienne manager. Parce que j'ai fait une formation récemment de manager. Parce qu'on n'est pas formé à manager. On devient manager par promotion, par expérience, parce qu'on est des très bons techniciens. Mais on n'apprend pas à manager. Hein. Et donc j'ai eu une formation là récemment de manager et je me suis rendu compte à quel point j'étais à côté de mes pompes. C'est extraordinaire. Et j'ai appliqué 2-3 méthodes qui m'ont été données. Est-ce que tu en as une à nous partager ? Si là, il y a un jeune manager qui m'écoute, parce que c'est ça la difficulté aussi. Il y a manager top niveau où tu as plein de cascades de hiérarchie en dessous de toi, mais il y a aussi middle manager qui a un rôle super difficile. Ok, d'accord. Donc, du coup, la réponse c'est on ne s'adresse pas aux gens, on s'adresse au rôle. Je ne m'adresse pas à Solange commerciale. À Solange, je m'adresse à la commerciale, au rôle de commercial. Si tu étais dans mon équipe responsable commercial, Solange responsable commercial, je ne m'adresse pas à Solange. Je m'adresse à la responsable commerciale. Je n'ai pas de remarques à faire à Solange. Solange, elle est extraordinaire. C'est Solange qui a ses défauts et ses qualités de Solange. Au travail, je m'adresse à la responsable commerciale, qui a des qualités et des compétences à avoir en tant que responsable commercial. Voilà. Très bien. En aucun cas, je dois avoir des conseils ou des commentaires sur personnel. C'est ta ligne. Je m'adresse à un rôle et pas à une personne. Bah, c'est peut-être la clé pour pas être toxique, mais c'est super difficile aussi avec les plus jeunes générations, parce que tout est poreux. En fait, moi, j'y crois pas trop à ce truc vie pro, vie perso, et séparer entièrement le rôle de la personne. Je pense que c'est un cadre, un mindset, un prisme dans lequel on peut se mettre pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Mais à la fois, il y a quand même une personnalité, tu as un humain en face de toi qui n'est pas qu'un rôle. Et donc, il y a des moments de vie qui font que parfois, les limites, elles sont plus floues, quoi. Dans cette formation de manager, on a fait une petite étude de cas où c'est des jeux de rôle.
voilà, sous caméra et tout, où tout le monde sort de la salle. J'ai joué le rôle de l'employé qui avait un comportement déplacé, donc qui s'adressait de manière agressive avec ses collaborateurs parce que sa femme l'avait quitté il y a 2 jours, qu'il avait une surcharge de travail. Ça va pas. Voilà, ça va pas. En revanche, il est très bon dans ce qu'il fait. Et mon manager me reçoit pour me recadrer. Je suis d'accord avec toi. J'étais du même avis avant. Les différences de génération, c'est pour eux, pro, perso. Fondamentalement, quoi qu'il se passe chez toi, on ne parle pas le mal aux gens. T'as mal dormi, en fait. Le matin, on arrive, c'est « Bonjour, comment ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Je fais mon travail, je réponds aux clients, je fais ce que j'ai à faire. » En fait, ce qui se passe chez toi ne devrait pas interférer avec dans un idéal. Hein. Bah oui, mais c'est ça que j'explique, c'est qu'en fait, ça c'est un idéal. Je tends vers ça. Vraiment, c'est mon truc où, quand je rentre au travail, je rentre dans mon rôle de directeur général. Et d'ailleurs, tu as le costume de ton rôle. Et j'ai le costume de mon rôle. C'est le rôle qui m'est confié. Là, vous me voyez parler, machin, vous me voyez au travail. Dans ma vie perso, je suis timide. Je suis introverti. En soirée, je parle pas aux gens. J'ai pas beaucoup d'amis. Dans le travail, je dirige, j'emmène, j'encadre, j'embarque les équipes, je donne des directives. Je suis pas Pierre Alban. Je suis le directeur général. Ouais. Je mets ma casquette. Évidemment que quand j'ai des problèmes dans ma vie personnelle, ça entache ma vie pro. Le moins possible. Ça devrait être le moins possible. Et donc, évidemment qu'il y a des écarts, des différences de génération, mais il ne faut pas en faire trop un sujet. Non, faut pas en faire des excuses. Faut pas en faire, quand on me dit oui, les jeunes, c'est plus que. Arrête. Non, ça part. Voilà. Non, mais finalement, peut-être que c'est remettre ce cadre et essayer de scinder les choses. Cadrer. Qui fera du bien à... Le manager toxique est quelqu'un qui ne cadre pas, pour moi. Qui donne le terrain de jeu. Qui laisse le flou. Un coup c'est rouge, après c'est vert. On sait pas trop, je t'avais dit que, mais en fait on s'est dit, rappelle-toi, non. Sujet, verbe, complément, voici l'objectif à atteindre, voici ce que je te demande, voici ta fiche de poste, on en parle. Tac. Voici ce que j'attends de toi. Ouais. Oui, non. Très clair. Est-ce que t'es OK ? Là, il n'y a rien de toxique. Hein. C'est énoncé, tout le monde est d'accord. Je pense que c'est pas plus facile, mais c'est plus faisable quand on a un poste de direction au sens de DG que quand on est, par exemple, middle manager. Quand t'es middle manager et en fait, t'es avec les équipes, ils ont à peu près ton âge, t'as peut-être 1, 2, 3 ans de plus que des gens que tu manages. Par exemple, dans le conseil, il y a beaucoup de strates dans la hiérarchie. Et tu passes très vite manager d'un plus junior, mais qui était en stage en même temps. Enfin, il était en stage peut-être 2 sessions après toi, 6 mois après toi. Mais encore une fois, ce sont des rôles. Donc, en fait, qu'importe ton âge, qu'importe tes activités extrascolaires, ta personne, le rôle que l'entreprise t'a confié est le suivant. Encore faut-il qu'il soit très clair. Il faut demander à ce qu'il soit clarifié. De border les choses. Exactement. Moi, on m'a appris, du coup, dans cette formation de manager, à clarifier. Ouais. Et du coup, dans le rôle de direction que je fais aujourd'hui, je travaille du coup avec les ressources humaines pour refaire les fiches de poste très précises de tous les rôles attendus. Alors, évidemment que c'est non exhaustif. Faut pas commencer à dire oui, c'est pas dans ma fiche de poste. Non. Donc, on essaie le plus exhaustif possible pour rassurer, pour cadrer. Non, mais la clarté, c'est très, très, très important. Le flou, ça devrait pas être... Non. Surtout dans des métiers de création, je pense qu'il y a encore plus de cadres à mettre, possiblement. Bon. Alors après, effectivement, la créativité, c'est un autre sujet. Ouais. On va passer à la question d'un jeune talent. Donc, l'un des objectifs que je m'étais mis sur ce podcast, c'était de pouvoir faire participer des talents à la conversation. Oui. Qui n'est pas que moi qui puisse interviewer les experts qui viennent dans le podcast. Je m'appelle Margot et je pense être comme vous un profil atypique. J'ai commencé en faisant du droit des affaires.
Suite à ça, j'ai bifurqué pour faire du conseil en stratégie pour des maisons de luxe. Et aujourd'hui, je suis sales dans une start-up tech pour un grand compte de la cosmétique. Vous avez vous aussi vécu plusieurs vies professionnelles avec toujours un engagement très fort. Vous repartez de zéro, vous vous réinventez complètement. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous donne cet élan de recommencer ? C'est une excellente question. En fait, j'ai l'impression d'être bipolaire dans ma tête parce que j'ai vraiment deux réponses. L'une me dit, c'est pas un plaisir, je recherche pas, je ne suis pas en quête de nouveauté. C'est pas un plaisir pour moi de partir à droite, partir à gauche, revenir en arrière, recommencer à zéro. C'est épuisant. C'est épuisant. Ah oui, donc c'est même pas quelque chose qui te donne de l'énergie, le fait de changer. Non, c'est épuisant. Elle est là, j'en parle beaucoup avec mon épouse. J'ai 32 ans et aujourd'hui, j'aimerais atteindre une zone de confort. J'aimerais me dire, c'est bon, je sais faire. Je vais revenir vraiment à cette question du début de pourquoi je fais ça. Ça me plaît. Quand je me lève le matin, tu te dis pourquoi je fais ça. Pourquoi je suis à l'armée. Pourquoi est-ce que vraiment ça nourrit encore ce projet de recherche de ce pourquoi je suis sur Terre. Est-ce que je suis encore dans cette recherche de vocation. Est-ce que je suis à la bonne place. Voilà. Si la réponse est pas non, on continue. Si on commence à avoir des doutes, ok, là, il faut commencer à réfléchir. Et si la réponse est, ok, là, je le sens plus, faut se poser les bonnes questions. Donc, c'est pas un plaisir pour moi. Je ne me vante pas d'avoir changé de carrière plusieurs fois dans ma vie à 32 ans. Vraiment, c'est pas un truc, je me dis, ah, chouette, regarde, j'ai fait... Vraiment, c'est pour ça que encore une fois, je suis cet exercice du podcast et de raconter ce parcours. Évidemment que j'en suis très fier parce que ça me définit, mais ce n'est pas un objet de vantardise. Je ne m'en vante pas. Vraiment, je préférerais vous dire, j'ai été à l'école, j'ai été en prépa, je suis très pro-prépa. Pourquoi tu préférerais dire ça ? Parce qu'en termes de statut, on est moins valorisé. Non, c'est pas dans le regard des autres, c'est parce que ça c'est ma personnalité, j'ai pas envie de faire de vagues, tu vois, je veux juste... Alors, t'as pas envie de faire de vagues et en même temps, ça bouscule quand même dans ton parcours. Ça bouscule, mais encore une fois... tu le dis pas, mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je recherche. Oui. Okay. Encore une fois, c'est une conséquence. C'est une conséquence du je suis ce que je suis. Encore une fois, tu vois, on va revenir au luxe, mais pourquoi vous l'êtes dans le luxe ? Vraiment, est-ce que c'est là où vous devez être ? Est-ce que c'est ce vers quoi tu dois aller ? Et quand toi, tu poses la question en entretien, est-ce que tu as déjà eu une bonne réponse ? Enfin, une réponse intéressante. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Les bonnes réponses sont les réponses vraies. Pas de bullshit. Commencez pas à me dire, oui, moi, c'est le savoir-faire parce que... Ou alors, oui, c'est le savoir-faire. C'est vraiment le savoir-faire. Moi, j'ai appris à coudre, je vais voir tous les musées possibles. J'ai fait un CAP couture. Voilà. Je suis passionné de la broderie de sequins. Le travail que vous faites chez Dior m'émerveille. Je suis capable de tout parler ce que du vous défilé, faites. De certaines robes. J'ai vu ce que vous avez fait en 98 tel jour parce que je trouve ça incroyable, mais ça se voit. Ah ouais. J'avais assisté à une conférence avec Guillaume de Seine, qui est un héritier, un descendant de la famille Hermès. Je parle souvent de lui parce que vraiment, il a été ma révélation et je pense que c'est grâce à lui que je suis rentrée dans le secteur du luxe. Il avait dit, de manière très cash, moi, quand je recrute des gens chez Hermès, je veux pas des béni-oui-oui, je veux des gens qui ont l'étincelle qui brille dans les yeux quand ils me parlent de ce qu'ils ont envie de faire avec nous au sein de la maison Hermès. Voilà, c'est ça. Et si vous me dites, moi, je suis attiré par ce qui brille, j'aime le show-off, j'aime la fashion, Ok. Mais me dites pas que vous avez fait une alternance à Saint-Barth, je sais pas, dans une boîte de nuit, et me disiez que non, moi, j'aime pas trop la teuf. Le raffinement, moi, la couture. Non. Ouais. Non. Pas cohérent. Soyez vrai. Ouais. Soyez vrai. Mais c'est encore une fois, c'est la réponse à cette question, c'est ma vision des choses. Oui. Peut-être que tous les employeurs et tous les recruteurs n'auraient pas ce même retour.
Oui, mais c'est de par ton expérience, de par ta personnalité qui tu es. Moi, je suis assez raccord. J'ai toujours suivi mon intuition. Moi, je veux du vrai. Ouais, je veux du vrai. Moi, je regarde dans un CV, je regarde les activités extrascolaires. Là. Ouais. Si vous mettez tennis et qu'en fait, vous avez mal au genou et que ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de tennis et que vous jouiez au tennis quand vous aviez 13 ans, retirez tennis. Oui, il faut être capable d'en parler. Ou voyage, c'est super de mettre voyage. Mais alors, voyager comment, avec qui, dans quel pays, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que ça te donne comme compétence d'avoir fait ces voyages-là, pourquoi tu le fais? Pourquoi? Oui, parce que tout le monde adore aller au soleil, mais bon. Pourquoi? Ouais. Quel que soit le choix, en fait. Pourquoi? Ce que j'ai appris dans les techniques managériales, là, c'est quand on prend une décision, c'est de se poser 5 fois la question pourquoi? 5 fois? 5 fois. Et pour aller vraiment au fond des choses. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi vraiment? Pourquoi tu veux être là? Et après, on arrive, voilà. Donc le luxe, est-ce que vous êtes appelé à ça? Vaste question. Mais oui, non, mais ça, c'est encore se reconnecter à soi, c'est hyper important. Ça a l'air un peu bullshit quand on le dit comme ça, mais c'est tellement essentiel. Moi, les pires décisions que j'ai prises, c'est en essayant d'être hyper rationnelle et de faire un tableau pour-contre cata. Alors que dès que je me reconnecte, moi, je fais du yoga, ce qui me permet d'être un peu ancrée, ça aide vraiment. Et là, pour le coup, quand tu médites, tu fais ton homme ou je ne sais quoi, tu le ressens en fait. Tu sens ça c'est ok, ça c'est pas ok. Parfois, tu sais pas expliquer pourquoi. Mais moi, je pense que quand on sent que c'est pas ok, il faut pas y aller. Et de par mon expérience, ça s'est toujours avéré être juste le ressenti que j'avais. Donc, même si c'est pas évident quand on est jeune de prendre cette décision, hein, encore une fois. Moi, je fais pas de yoga, je fais du water polo. C'est moi un peu moins. Donc, je suis un peu moins de le. Mais le fait d'être dans l'action, t'es plus dans la réflexion, à ruminer. Et après, au début, t'as le moment où tu te poses pour faire descendre ta journée, ta semaine, machin. Après, tu dois aller chercher tes enfants, je sais pas, t'acheter ton goûter. Bon, tu fais ta séance de yoga, t'es dans les postures, et à la fin, il y a de nouveau un moment de pause. Ben, en fait, c'est comme un dépôt quand tu fais de la chimie, ça décante et waouh. Et là, la solution, elle émerge. Franchement, c'est assez magique. Hein. C'est pas pour vendre n'importe quoi, mais je trouve que c'est magique. Donc la réponse à sa question, c'est de suivre cette recherche de vocation. On va passer à un autre pan de l'interview, enfin de cette conversation. On va être dans un échange un peu plus bref, instantané. C'est le flash prisme. Oui. Donc le flash prisme, c'est 6 questions pour les 6 lettres de prisme qui permettent de dévoiler un peu une autre facette de ta personnalité. Ne réfléchis pas trop. Parcours, un moment pivot ou une rencontre clé dans ta carrière? J'en ai beaucoup à chacune des étapes, mais je vais revenir au début. Donc il y a quelqu'un que j'ai, un frère d'armes, qui a un peu initié aussi tout ça, qui a initié mon départ de l'armée, Guillaume Cazot. Big up à Guillaume Cazot. On était au fin fond du Mali, donc j'étais en mission là-bas, et on discute. C'est quelqu'un qui qui j'ai beaucoup sympathisé. Et on discutait le soir là autour d'un verre. Et il me regarde, il fait mais qu'est-ce que tu fous à l'armée en fait toi? Et vraiment, question très simple en apparence, un peu brutale, mais pas en mode qu'est-ce que tu fous là, t'as rien à faire là. C'est avec ta personnalité, avec ce que je vois de toi, mec, qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que tu fous là? Et je lui ai répondu je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'adore les pistolets, machin, on part là, mission, servir la France, mais en fait, profondément, je sais pas. Et vraiment, je pense ça, pour répondre à cette jeune fille, c'est vraiment, qu'est-ce que je fous là? C'est une question que je me pose, pas quotidiennement, je serais un menteur, mais régulièrement. Qu'est-ce que je fais là? Et là, qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas. C'est pas pour du tout ça. Si, cette transmission, on va essayer de décortiquer, de parler un peu des choses en transparence. Quoi. Ouais, oui, je plaisante. Résilience, un échec que tu as su transformer. Oui, cette fin d'aventure Eminente, donc réintégration de la marque dans le portefeuille du groupe, ventilation de l'équipe, donc avec des opportunités professionnelles sur le papier très belles. Moi, moment existentiel, grosse crise de la trentaine.
grosse crise de la trentaine, panique à bord, vraiment, panique à bord. Démission, menuiserie, je sais pas, truc. Voilà, directeur général d'Aléno Ivoire. À 32 ans, ouais. 32 ans. Non, je sais pas si c'est positif ou négatif. Bah non, mais si, c'est hyper positif. Ouais. Enfin, d'avoir des jeunes dirigeants, oui. C'est chouette. Un insight métier, qu'est-ce qu'on ne sait pas de ton métier, mais qui est fondamental? Le titre, je dis rarement directeur général parce que je trouve ça très pompeux. Et l'imaginaire autour de ce titre, tout de suite, directeur général, machin. Mon rôle est de faire en sorte que tout se passe bien. Et si pour ça, je dois aller changer les ampoules, là, j'ai des piles dans mon sac, parce que je dois aller acheter des piles pour faire en sorte que mes conseillers de vente aient de la lumière dans les toilettes. Voilà. Ah ouais. Donc oui, je pourrais le faire, hein, je pourrais le déléguer, machin. En fait, je suis passé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière, j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, on n'a plus de lumière. J'ai dévissé la lampe, j'ai vu qu'il n'y avait plus de piles, je vais aller acheter des piles après. Voilà, je vais remplacer les piles de la. Donc je sais pas si c'est ça compte comme insight. Ouais, si, c'est un insight très terrain. Je dois faire en sorte que l'entreprise tourne. Donc c'est très stratégique, c'est très opérationnel. Voilà. Oui, parce qu'en fait, à la fin, on l'a pas encore abordé, on va y arriver, mais à la fin, tu vends quand même des boîtes de chocolat, de la confiserie. Oui. Donc il y a des boutiques. Donc il y a un moment où à la fin, c'est très concret. Il n'y a pas que de la grande stratégie. Non, dans le concret, quand tu es en boutique, parfois, on n'a pas la clé pour ouvrir la boutique. Oui. Et je suis directeur général d'une petite entreprise. C'est une petite entreprise avec un grand nom, une grande vision, un appétit vaste, mais petite entreprise. Voilà. Donc il faut y aller. Scan, une tendance gastronomie que tu as repérée. Je suis tellement pas un dénicheur de tendance. Tu fais plus tes petits tours de quartier pour regarder un peu comment ça se passe dans les restaurants? Non, ça je fais pas. Je regarde sur Instagram. En fait, je suis pas très tendance. Je suis pas un consommateur de tendance. Je trouve que c'est un peu des escroqueries. Quand tu vois la Dubai Chocolate Tablet là, ou ce truc là, ce gobelet en plastique rempli de fraises, recouvert de chocolat à $10 le gobelet. Ou les Franuits. En fait, ça me déconcerte parce que c'est pas ma manière de consommer. C'est la vision la plus consumériste qui soit. Et du coup, je suis pas un dénicheur de tendance parce que je suis pas un consommateur de tendance. En revanche, ce que j'aime bien faire, c'est de me dire, on va créer ça va être cool. Avec Aléno Ivoire, on cherche un peu ce qui va être notre macaron Pierre Hermé. Chez Pierre Hermé, c'est le macaron. C'est votre produit signature. Donc c'est mon produit signature. Alors j'ai des produits très signatures que sont la gousse de vanille si vous allez chez Aléno Ivoire, le stick pain à la main très identitaire. C'est des produits identitaires mais fragiles, petite production. Un macaron, ça se transporte, ça se produit en amont, ça se congèle. C'est commercialement parlant, c'est monstrueux comme produit. Et là, il me manque mon petit produit, ce pourquoi les gens vont faire la queue. Voilà. Et j'ai plein. Sans être tendance éphémère, sans être le Dubai Chocolate. Sans être tendance éphémère, voilà. Enfin, plutôt moi, ce qui m'intéresse, c'est les grosses tendances de fond. Une icône. Voilà. C'est la différence entre une trend et une icône. Je sais qu'Aléno Ivoire, dans 50 ans, sera encore là. Je sais que dans 50 ans, sera encore là. Ce sera partout dans le monde. Ce sera une entité, une image, vraiment une icône de la chocolaterie dans 50 ans. Je ne sais pas comment on va y arriver. On y va mois par mois, année après année. Je connais la ligne d'arrivée, je ne sais pas le parcours. Donc je suis désolé, je ne suis pas un dénicheur de tendance. Non, mais c'est pas un drame. Hein. Voilà, ok. Mais c'est bien, ça permet aussi de faire le point sur une tendance versus un produit tendance, un produit iconique. Ouais. Qu'est-ce que ça suppose la tendance, c'est la transparence, les bonnes matières premières, montrer le métier, montrer aux gens. Alors oui, ça coûte 200 € le kilo, ouais, bien sûr. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire chez vous parce qu'il faut des machines. Parce qu'il faut un chocolatier, parce qu'il faut des pistaches qui viennent d'Iran, parce que c'est là où on trouve les meilleurs pistaches au monde, parce que machin.
Et ça, bah ouais, en fait, c'est pas les pistaches grande distrib que vous pouvez trouver en bas de chez vous, c'est pas votre Thermomix et c'est pas dimanche après-midi machin. Donc oui, ça coûte un peu d'argent. Ouais. Bah là, ce que tu expliques, c'est le positionnement d'un produit premium, en fait. Bah, ou de luxe, parce que t'aimes pas trop le mot luxe. J'aime pas trop le mot. Ouais. C'est quoi là? C'est comme le fait maison. Parce que est-ce qu'on se dit que là, dans ce que tu sembles décrire, pour toi, c'est un produit premium parce que en fait, on répond à un besoin avec un produit qui est d'une très haute qualité. Et il y a une espèce d'équilibre prix, produit, enfin qualité du produit. Alors que le luxe, on serait sur quelque chose d'encore plus enrobé, susciter le désir par une expérience. Toi, ce que tu as envie de faire, c'est le très bon produit au Je bon pensais prix. pas que tu allais enchaîner avec cette question du luxe, mais c'est un bon parallèle. Ce que je décrivais n'est pas le luxe. On peut faire des très beaux produits. On peut faire... la tendance, pour moi, c'est de la qualité. On verra de la. En fait, c'est même pas la tendance. C'est qu'il faut aller vers de la qualité pour toutes les raisons qu'on connaît ici, de préservation de la planète, de préservation du corps, de préservation santé, de l'esprit. Il faut bien consommer. Et ça ne coûte pas nécessairement cher. Il faut vraiment se poser les questions pourquoi je consomme ça et d'où ça vient. Et pour répondre à la question sur le luxe, on avait parlé avant, j'aime pas ce mot luxe parce qu'il est trop galvaudé. Le luxe, c'est du business. C'est une industrie. C'est une industrie. C'est une industrie. Donc le luxe, c'est monétiser la qualité. On monétise la qualité et c'est mettre un prix sur ce qui n'est pas accessible, pour moi. Du coup, je ne fais pas que changer les piles des lumières dans les toilettes. Je fais aussi des plans stratégiques de marque. Et pour aller y voir, c'est devenir une marque de beau chocolat. J'ai pas dit chocolat de luxe, j'ai pas dit chocolat premium, j'ai dit une marque de beau chocolat. Le beau pour moi, évidemment très subjectif, mais c'est donner la possibilité aux gens d'acheter quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils ne sauront pas faire. Et ça, ça a un prix, effectivement. Ça, c'est un prix. Et ça, c'est pour moi, ça, c'est du luxe. Pour moi aussi. Enfin, c'est ce pourquoi je suis allée dans le secteur du luxe. C'est pour l'amour du beau, des belles choses, des choses créatives, de l'esthétisme. Pas du tout pour la partie industrie, business. C'était pas ce qui m'intéressait au départ. Donc, je comprends, c'est beau avec un grand B, quoi, au sens de... Oui. Il y a une vision, il y a un côté un peu esthète, qui ne veut pas dire qu'on est perché et décorrélé du marché, parce que c'est toujours un business. Mais ça reste une industrie. Ça reste une industrie. Parce que si on parle que de savoir-faire... on va dans un musée. Le métier d'artisan artisan d'art, vitrier, ceux qui fabriquent des vitraux. Alors là, j'ai pas l'expression. Est en train de mourir. Donc, si vous voulez faire de l'art et du savoir-faire, faites ça. Ouais. C'est sublime. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Pourtant, c'est extraordinaire comme savoir-faire. Et tu peux créer des ponts aussi. La maison Bottega Veneta, par exemple. Ils ont créé ce projet, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais qui s'appelait Bottega for Bottegas, où ils mettaient en avant des petites bottegas qui sont des petits ateliers d'artisanat en local. Ils faisaient travailler ces artisans qui avaient un savoir-faire très spécifique qui risquait de mourir en Italie avec la maison. Et donc la maison les mettait en avant. Trop bien. Ça, c'est une vraie maison de craft, quoi. C'est hyper intéressant. Et là, pour le coup, il y a des vrais ponts entre savoir-faire et luxe, et on n'est pas que sur du storytelling. Motivation, ce qui te motive profondément au quotidien. C'est ton why, en fait. C'est le pourquoi, ouais. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et enfin, éclairage, un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Ça, c'était très clair dans ma tête. J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, donc dans un contexte professionnel, tout ce que vous faites avant 30 ans, ça compte pas. Allez-y. Faites des choses, découvrez, changez de poste, changez de secteur d'activité. Alors, après, il faut relever la pression. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 30 ans, c'est le top départ, mais a priori, avant 30 ans, nourrissez-vous. Et moi, on m'a donné ça à 30 ans, comme conseil. Voilà. Oups. Donc, tu as senti un peu que la ligne de départ, il fallait la... C'était quand je prenais mon poste. Ah oui. Je prenais ce poste de direction générale et j'ai revu cette personne qui est quelqu'un d'important pour moi, dans ma carrière en tout cas. Et bon, je lui ai dit, attends, mais t'imagines, j'ai un parcours qui est décousu, ça veut rien dire, je parle dans tous les sens. Mais en fait, t'as 30 ans. Moi, j'ai un mentor qui m'a dit,
Jusqu'à 35 ans, c'est le experience time. Vraiment, c'est le moment de l'expérience. Et après, c'est money time. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas négocier ses salaires, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, et si on peut se le permettre aussi, ça dépend de si on peut se permettre de prendre certains jobs qui sont peut-être moins rémunérateurs, mais sur lesquels on va exploser en termes d'expérience, quoi. Mais Oui, la notion du salaire, ça, on pourrait en faire tout un podcast, hein, mais effectivement, ça peut rassurer aussi. Avant 30 ans, faites-vous kiffer. Ouais. Franchement. Allez découvrir le monde. Alors, pourquoi hein, toujours. Oui, pourquoi il faut justifier qu'on est parti en Asie. Exactement. Allez découvrir le monde, changer de secteur d'activité, allez découvrir des choses. Je parle comme un vieux, là, c'est horrible. Non. Ça va, parce que tout le monde sait que tu as 32 ans, donc ils savent que tu n'es pas si vieux. On va maintenant aborder un mini-cas, un sujet sur lequel tu travailles, qui est un des projets concrets que tu leads, que tu gères en ce moment. C'est l'expansion, le développement à l'international de Aleno et Rivoire. Vous avez choisi le Japon. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de démarrer votre expansion au Japon ? Alors on n'est jamais seul dans l'entreprise, hein. Donc ça, je lead pas forcément ça. Je fais partie d'un groupe qui est le groupe Aleno. On suit la vision de Yannick Aleno. Et effectivement, pour des métiers de bouche, le Japon semble être un Eldorado. Les Japonais sont des friands, sont des grands consommateurs, sont des grands gastronomes de chefs français, de pâtisseries françaises. Et donc c'est un peu un Eldorado pour les professionnels du secteur de la gastronomie en France. Mais quand on se développe comme ça, il faut se poser les bonnes questions, parce que plus d'un se sont brisés contre cette folie des grandeurs, d'être à l'international, développement. Voilà. Donc encore une fois, il faut toujours se poser les bonnes questions. J'en parlais avec mon boss direct, Teddy Gillot, où je lui parle de développement. Je lui dis l'Arabie Saoudite, c'est le nouvel Eldorado pour les entrepreneurs, il faut aller là-bas. Il me dit oui, mais en fait, est-ce qu'il mange du chocolat ? Oui, en fait, il faut se poser des questions qui ont l'air toutes bêtes, mais c'est important de se les poser au bon moment. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un de très pragmatique et qui décortique énormément. Donc, quand il aborde les sujets, il pose des questions très simples. Moi, je lui ai dit, on va au Japon, on va machin. Ok, mais est-ce que ces gens-là mangent du chocolat ? Tu t'étais pas posé la question ? Je me suis dit, tu te dis gastronomie française, c'est sûr qu'on y va, mais et la question suivante, c'est quand est-ce qu'ils en mangent ? À quelle occasion ? C'est quoi les volumes ? Et qui en mange ? Et qui en mange ? En fait, c'est un peu ça. C'est vraiment décortiquer le sujet. Donc, la question, c'est pas Japon, pas Japon. C'est est-ce que les Japonais mangent du chocolat ? Quand est-ce qu'ils mangent du chocolat ? Et si jamais ils n'en mangent pas ? On n'y va pas. Ou alors, tu prends un énorme risque d'évangélisation et de dire je suis le premier arrivé sur le marché et c'est moi qui vais faire venir. Il y a aussi des gens qui font ces paris-là, Pourquoi tu le ferais pas, ce pari-là ? J'en connais pas. Moi, je connais pas de gens qui vont déblayer à la machette un marché. Eminente, c'était éduquer les gens sur le rhum sans sucre, très peu sucre, rhum hispanique sans sucre, cubain. L'éducation, j'ai passé 3 ans à essayer d'éduquer les gens. On remplace le sucre par l'extrait d'écorce de bouleau. Donc, j'éduque les gens sur ce que c'est qu'un indice glycémique. Les gens veulent pas être éduqués. Les gens veulent consommer. Donc, éduquer un marché... Il faut choisir ses combats. Force à vous, si vous y allez. Vraiment. Non, mais par exemple, sur le rhum, si tu sais que ce marché-là, il consomme du rhum, tu peux les éduquer que sur la version... mais tu peux faire des choix sur l'éducation. Si c'est des gens qui sont gastronomes, ils aiment bien les pâtisseries, mais le chocolat, en fait, ils savent pas trop. Demain, t'arrives, tu te dis, en fait, le chocolat, on le consomme pour tel type d'occasion, et donc moi, je vais avoir un business qui est hyper spécifique. Tu peux aussi te dire, ça se tente. Parce qu'il y a un début d'appétence, mais toi, tu y vas pas. Moi, j'y vais pas. Parfois, tu peux prendre le risque. Là, tu dis, s'ils mangent pas de chocolat, j'y vais pas. Oui, mais comme ils ont une appétence pour la gastronomie, ça me donne un signal. C'est des signaux faibles qu'on sent sur les marchés. Généralement, les cibles qui sont très épicuriens ou qui aiment la gastronomie
aurait tendance à prendre du chocolat. Et dans ce cas-là, t'es pas non plus obligé d'arriver, ouvrir tout ton marché au Japon, ouvrir toutes tes boutiques. J'imagine qu'il y a une stratégie d'événements où tu commences à faire tester, tu fais venir des personnes du Japon avant d'aller t'implanter directement dans le pays, d'ouvrir toutes tes boutiques. On prend la température. Alors, on n'a pas assez d'argent pour y aller aveuglément voilà. et débroussailler un marché, parce que l'argent. C'est très coûteux d'être le premier. C'est très coûteux d'être le premier. En revanche, une fois qu'on a décelé qu'il y avait effectivement un potentiel, faut pas faire semblant d'y aller. On peut pas dire je fais un pop-up, on va voir. Faut y aller. On y va. On ouvre des boutiques, on met un bureau, on met des gens, on fait un budget, on met l'argent en face et on y va professionnellement. On peut pas faire les choses à moitié. Je voulais aussi qu'on aborde des questions autour du recrutement. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Quelle qualité, toi, tu recherches chez des jeunes talents? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu leur demandes pourquoi vous voulez intégrer le secteur du luxe et il faut qu'ils aient une réponse qui ait du sens. En termes de qualité, qu'est-ce que toi, tu recherches? La résilience. La résilience est une qualité à avoir. Indispensable. Que ce soit dans le monde professionnel que personnel. La vie est dure. Et le monde est très incertain. La vie est dure, le monde est incertain. La résilience. Vraiment, genre, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Et donc, préparez bien vos entretiens pour avoir une pré-réponse si on vous demande quel échec, est-ce que tu as déjà vécu un échec, avoir quelque chose à raconter, que ce soit une expérience personnelle ou professionnelle. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être aussi dans le perso, un projet qu'on a mené, on s'est planté et donc on est capable d'en tirer des leçons. Ça montre une certaine maturité professionnelle. Voilà, ça peut être un échec perso ou pro. Exactement. Donc la résilience est une grande qualité et fondamentale à mes yeux. Le fait de savoir donner son avis aussi, d'avoir un avis sur les choses. Je sais pas quel adjectif mettre en face de ça. Je pense qu'il y a une espèce de notion d'assertivité, tu vois, d'avoir confiance en l'avis que tu donnes. C'est pas du tout qui est contextualisé. Je mets beaucoup d'énergie au quotidien à essayer de rechercher l'objectivité. Avec ce contexte-là, ce qui m'est donné ce que j'ai comme données, voici mon avis. Voilà. On ne pourra jamais vous reprocher de donner votre avis s'il est contextualisé. S'il est respectueux des avis des autres. Alors, respectueux des avis des autres, contextualisé, mais donnez votre avis. Vraiment, genre, votre avis. Travailler aussi, parce que donner son avis, parfois... alors il y a une question de posture, ou quand on est stagiaire, on a un peu peur de le donner, donc il faut attendre qu'on nous donne, ou pas d'ailleurs, qu'on nous donne l'opportunité de donner son avis. Mais il y a aussi le fait de travailler son œil, en fait. C'est avoir un œil critique sur ce qu'on voit dans les médias, sur ce qu'on vit au quotidien. Un œil critique, Être critique, je pense que ce serait ça, avoir un vrai regard critique. Et, ça se travaille. J'adorais les maths quand j'étais petit, mais j'étais vraiment très mauvais. Et il y avait, je sais pas si tu te rappelles, il y avait en mathématiques un truc que je détestais, c'était expliquer votre résultat. Il fallait démontrer, il fallait faire une démonstration. Et ça, je comprends à 32 ans à quel point c'est primordial. C'est pas le résultat qui compte. En fait, c'est pas ton avis qui compte. C'est la démonstration. Le résultat n'est que le fruit d'une démonstration. Et pour embarquer les gens avec toi et qu'ils adhèrent à ton avis ou ta position, faut que tu leur expliques le cheminement, parce que sinon ils sont perdus. Exactement. Et c'est pas, tu me disais, les stagiaires ont peur de leur avis, mais quand t'es stagiaire, t'as une vie. Enfin, quand t'es stagiaire, t'as déjà 22, 21, 23 ans. T'as vécu des choses, personnellement, professionnellement. Donc, en fait, tu peux dire, moi, dans mon stage précédent, on a fait ça. Avec mon frère, quand j'étais petit, on a créé ça. Dans cette situation, moi, je pense que... Ok. Qui peut te remballer? La résilience, l'esprit critique. Construire un esprit critique, ce serait le deuxième qualité. L'autonomie. Mon rôle de manager est d'accompagner, de donner les moyens d'eux. Qui n'est pas du tout mon éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans une famille nombreuse. J'ai 4 frères, 4 sœurs. Je ne sais même plus tellement, je me compter tellement on est nombreux. Ensuite, j'ai été soldat dans les forces spéciales. Et ensuite, je me suis reconverti. Enfin,
T'es autonome. Je suis totalement autonome. Alors évidemment que je me repose sur des gens. Je fais pas le fier en disant je me suis fait tout seul. C'est pas vrai du tout. En revanche, l'autonomie, ça se travaille. Ça se travaille. Et ça vient, comme tu l'as dit au début de ta réponse, avec les bons outils. En fait, on peut pas attendre de personnes qu'elles soient autonomes si on leur a pas donné les moyens de. Enfin, l'autonomie, c'est poser les bonnes questions aussi. Hein, oui, c'est dans les deux sens. C'est être proactif pour dire, en fait, là, pour être en autonomie et pas juste me débrouiller tout le temps sans cadre, j'ai besoin de ça et ça, aller le demander, et à l'inverse, que l'entreprise aussi donne. Pour être autonome, j'ai besoin de ça, ça et ça. Donc, esprit critique et résilience. Hein. Donc, je crois que c'est un bon triptyque. Voilà, ça fonctionne bien. Tu vois, finalement, le triptyque, ça fonctionne marche bien. Ça pousse la pensée. C'est comme les 5 pourquoi. Ça oblige à aller au bout de sa réflexion. On a beaucoup parlé au début de notre conversation des parcours atypiques. La question de Margot aussi portait là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour des profils atypiques, des parcours atypiques dans le secteur du luxe? Que tu aies un parcours atypique ou non, si tu dois aller dans le luxe, tu iras dans le luxe. En fait, c'est pas une question pour moi d'avoir de la place dans le luxe pour les parcours atypiques. Moi, dans mon recrutement, je ne suis pas, d'ailleurs on s'en est parlé, je ne suis pas en recherche absolue de parcours atypique parce que j'ai un parcours atypique et je sais que c'est nourrissant. Je suis en recherche de personnes qui sont à la bonne place, au bon endroit et dont le parcours a du sens pour eux, pas a du sens dans la société, a du sens pour eux. Donc, oui. Oui, il y a de la place. C'est sûr que j'aurais, moi, personnellement, un regard différent. D'ailleurs, je regarde les CV, je regarde assez rapidement, mais moi, j'aime beaucoup la partie centre d'intérêt, parce que ça m'en dit tellement sur ce que sont les gens. Le hard skills, oui, ok. Encore une fois, ça s'acquiert, mais si tu postules à un poste de responsable commercial, le commercial est dans les centres d'intérêt, j'ai aucune activité collective, j'ai aucune activité d'organisation, aucune activité de commerce. Enfin, je veux dire, qui es-tu? C'est fascinant. C'est-à-dire, pourquoi veux-tu être commercial? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes bien les faire parler? Est-ce que tu as une volonté de pousser un produit et dire ça va être utile? T'inquiète, je le sais pour toi. Est-ce que tu es un baratineur? Voilà, donc les centres d'intérêt en disent long. Ce que je dis ne regarde que moi. Hein. Enfin, je veux dire, oui, mais c'est important parce que chacun des invités dit ce qui est important pour lui en lisant les CV. Donc, j'ose espérer qu'à la fin de cette saison de podcast, on aura toutes les clés pour avoir des CV parfaits. Mais effectivement, souvent, c'est un peu la section qui est laissée sur le côté. Tu marques lecture, photographie. T'écris musique, voyage et voilà quoi. Et moi, je me souviens à l'époque où j'avais postulé chez Hermès, j'avais fait mon stage chez Hermès. J'avais écrit plein de choses. J'avais mis que je faisais de la sophrologie, que j'étais soliste dans une chorale. Que je faisais de l'art-thérapie à l'époque aussi, mais ils ont adoré. C'est des questions qu'ils m'ont posées. Et donc là, j'avais vu l'importance de ce supplément d'âme. Pour moi, c'est de l'ordre du supplément d'âme. Oui, j'avais fait Sciences Po, j'étais face à d'autres gens qui avaient fait Sciences Po ou qui avaient fait HEC ou d'autres grandes écoles. Mais ce qui a fait la différence, c'est peut-être ce truc-là aussi. Donc c'est important de le rappeler. Même en tant que stagiaire, il n'y a pas que le hard qui compte. Il y a aussi les soft skills et la personnalité. C'est ce qui caractérise en tant qu'être humain. Ouais. Et il faut oser même quand on est stagiaire. Ce qui n'est pas toujours évident. Oui. Surtout dans des milieux codifiés comme le luxe, où on se dit « Ah, il faut que je sois… » Ce que je pense être la bonne place, c'est la fille parfaite, le garçon parfait. Et notre discussion, donc je me contredis peut-être un petit peu, sur bien séparer le pro et le perso, mais le perso nourrit le pro et vice-versa. Oui. Ce sont deux rôles distinctifs, bien distincts, mais effectivement, l'un nourrit l'autre. Et d'ailleurs, c'est plutôt bon signe si l'un nourrit l'autre. Oui, il faut. Parce que si effectivement, comme tu disais, tu veux être commercial, mais en fait, dans ta vie, t'aimes pas vendre, t'aimes pas les relations, ça doit être super dur d'enfiler ton costume de commercial la journée alors que c'est vraiment pas toi. C'est faisable, c'est faisable, mais ça va être épuisant. Donc du coup, c'est plutôt bon signe quand les deux arrivent à se nourrir. T'as parlé rapidement de ton épouse, t'as des enfants, t'as une direction. Comment est-ce que tu te rends disponible? Comment tu gères ton agenda? C'est quoi tes petits trucs à toi? Est-ce que t'es disponible? Oui. Bah regarde, oui. Bien sûr, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, j'ai beaucoup aimé cette phrase, attention c'est en toute humilité,
tous les grands de ce monde sont disponibles. Faut pas me dire que t'as pas 3 minutes, un coup de téléphone, un café. C'est pas vrai. Il y a cette tendance du je suis sous l'eau, mon agenda est booké, on est quoi? On est le 6 juin, avant fin juillet, c'est pas possible. Non. Non. Mais il y a peut-être la notion de priorité aussi là-dedans. Il faut prioriser, il faut accorder le juste temps. C'est toujours une recherche d'équilibre et de justesse, quoi, de juste mesure, recherche de mesure. Donc effectivement, j'ai plusieurs rôles. Et on va tomber dans des sujets de vie, mais c'est ce rôle marital, parental, professionnel, personnel. T'existes aussi en tant que Pierre Alban, en dehors de mon épouse, de mes enfants, de mon employeur. J'ai rajouté un pilier spirituel qui est très important. Et puis, l'énergie que tu dépenses, que tu répartis sur ces piliers, varie selon ton état de vie et tes besoins du moment. Comment tu fais cette réévaluation? Est-ce que, une fois par mois, tu te dis « je me pose » parce que on se dit ça se sent, mais en fait, quand tu es embarqué dans le quotidien, est-ce que tu te dis pas il faut des temps dédiés à ça? Et donc, une fois par mois, je me pose et je fais un peu la liste de tous les sujets que j'ai en ce moment et je priorise en prenant du recul. Je suis bien moins organisé. Je rêverais à avoir un secret en me disant oui, bien sûr, tout est rationalisé. Mais comme toi, tu te dis en ce moment, j'ai plutôt besoin d'être chez moi. En ce moment, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin d'être tranquille. Et parfois, tu as des moments où tu te dis là, j'ai besoin de voir mes amis. Parfois, tu te dis bon, là, j'ai besoin d'être focus travail parce que c'est un moment un peu de coup de bourre. Il y a besoin que je sois là. Donc, tu mets du poids de corps là où il y a besoin, en fait. Après, tu as des repères que sont ton employeur, ton partenaire de vie, tes enfants, tes amis. J'ai envie de me gifler quand je dis ça, mais c'est un peu tes KPIs de vie, quoi. C'est un peu tes repères de vie qui te dit... quand ton meilleur ami te dit t'es en train de partir en vrille, il faut l'écouter. Oui, bien choisir de qui on Quand ton partenaire de vie te dit je te sens pas en ce moment, c'est un peu des ok, bon. Pourquoi? Parce que oui, c'est des alertes. Ça veut dire que je mets un poids de corps, que je suis plus dans la mesure. Je suis plus dans cette mesure. Trop impliqué au travail conduit à de la frustration. Pas assez impliqué au travail. Du coup, trop dans ta vie perso va conduire à un déséquilibre de mécontentement dans ta vie professionnelle. Donc, c'est vraiment ce... Il n'y a pas de secret, quoi. Je sais pas. Il n'y a pas de secret. Oui, non, mais toi, en fait, ton équilibre, tu le trouves à l'instinct, avec les signaux extérieurs aussi de ce qu'on peut te dire. Toi, tu es déjà très connecté et très ancré à toi-même. Mais je suis passé par des cas extrêmes, Tu vois, cette crise de la trentaine, cette panique du quand j'ai démarché. Ça m'angoisse. Moi, j'ai 28 ans. Et ça fait plusieurs fois que tu me dis grosse crise de la trentaine. Mais j'ai eu plusieurs crises existentielles. Mais ces crises existentielles, donc, qui m'ont conduit à aller dans des extrémités de vie, me permettent aujourd'hui de dire oula, ok, en fait. Ouais. C'est... Moi, j'aime bien les mangas. Tu vois, dans Dragon Ball Z, quand ils frôlent la mort, et même quand ils meurent d'ailleurs, et ils ressuscitent avec les boules de cristal, et ben en fait, ils reviennent beaucoup plus forts. Vraiment, ils reviennent monstrueusement forts. Et c'est un peu ça. Alors, je vous dis pas pousser le truc à l'extrême parce que ça... C'est lourd, Enfin, je veux dire... c'est une résilience très poussée, quoi. Ouais, vous rentrez dans des phases qui sont difficiles de vie. En revanche, après la tempête, tu as des moments de quiétude qui sont incroyables. Et après la tempête, tu la sens venir maintenant. T'as le vent se lève, tu dis oula, tu deviens un vieux briscard, quoi. Tu sens la brume, tu sens les embruns là qui arrivent et la brume, tu fais il y a un coup de Mistral qui va arriver, on va rentrer au port. J'ai pas le pied marin, je sais pas pourquoi je pense j'ai le mal de mer, je sais même pas pourquoi je pense cette image. Oui, mais parce que c'est les alertes d'une tempête, quoi. Exactement. Donc, la métaphore, elle fonctionne bien. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Je sors pas, je reste chez moi. Okay. Et avant de savoir ça, faut te prendre la drache, quoi, 2-3 fois. Ouais, voilà. Donc mais c'est rassurant aussi, ça veut dire que quand on a 18 ou 20 ans,
c'est normal de se pas prendre encore... des draches. De se prendre des draches, voilà. C'est normal de se prendre les grosses tempêtes parce qu'il faut en avoir pris plein pour arriver à repérer les éléments qui font arriver la tempête petit à petit. Donc c'est normal, faut se rassurer. Parce qu'il y a quand même vachement de pression aussi. Hein. Quand tu démarres dans la vie professionnelle, t'es à l'école, on te dit il y a vachement de concurrence, vous allez galérer à trouver des stages. Ça ne veut pas dire que je sais tout. Enfin, ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, c'est bon. Hein. Oui, mais ça veut dire que par contre, t'es plus conscient des phases d'alerte, que tu arrives à avoir une lucidité, mais que la lucidité, elle vient par ces expériences-là. Voilà. En tout cas, c'est que ça, pour moi, c'était pour ma vision des choses, c'est arrivé comme ça. Okay. Il y a des gens qui sont moins têtus, qui ont moins besoin d'aller dans les extrêmes. J'ai besoin d'aller loin pour comprendre. Voilà. Oui, c'est ton moteur. Ouais. Toi, ta zone de flow, elle est pas dans le confort, elle est dans un truc qui vient te réveiller et te secouer un peu. Ouais. Parfois, je vais trop loin. Là, je dis, OK, là, faut calmer un peu. J'aimerais aussi te proposer un coup de projecteur sur un métier du luxe qui t'inspire, que tu trouves beau, que tu trouves important et qui n'est pas souvent mis en avant, pas souvent mis en valeur, qui est peut-être même dévalorisé, mal considéré. Est-ce qu'il y a un métier auquel tu penses ? Oui, alors il y en a deux. Il y en a qui est très artistique, j'en parlerai après. Mais le premier, ce serait le métier, tous les métiers liés à la logistique. C'est tellement vital. On peut faire les plus beaux produits au monde. On peut avoir tout le savoir-faire sur Terre. Si c'est pas proprement organisé, proprement expédié et justement livré, c'est catastrophique. Donc le métier de logisticien, de responsable logistique est un métier qui est fascinant. Moi, je suis un peu bipolaire, voire tripolaire, je pense, professionnellement, parce que je pense être très créatif et émotionnel, et en même temps ultra pragmatique et dans l'ingénierie. Et là, ce métier de logicien, il est d'un pragmatisme. C'est vraiment genre l'organisation laser d'un espace de travail, d'un flux qui passe d'une matière première à une transformation. Tout est chronométré, tout est packagé au millimètre, tout est pesé. Et le métier de logisticien, c'est chef d'orchestre de flux logistique. C'est de l'art. Franchement, c'est de l'art. Et c'est tellement vital. Et c'est des métiers où effectivement, on recrute des gens qui ont commencé préparateurs de commandes, et puis qui ont grandi, et puis qui ont... Un vrai responsable logistique, c'est... Mais c'est un stratège, en fait, un vrai c'est bon un responsable vrai stratège. logistique. Il est au cœur de tout. Ouais. Il est au cœur de tout. Et l'autre métier qui est plus artistique... Un peu plus spirituel, moi, j'aime bien regarder des émissions un peu, c'est celles qu'on regarde le dimanche après-midi quand il pleut, qui étaient les forgerons de sabres japonais, de katana, qui est un métier donc artisanal, sublime. Et l'un des témoignages de ces maîtres forgerons disait que, selon eux, l'objet d'art doit avoir une utilité pour avoir une âme, sinon c'est sans intérêt. Enfin, c'est très beau la vision que cette personne qui témoignait avait de son métier, de créer quelque chose de beau mais d'utile. C'est son sens à elle. C'est effectivement son sens à lui, effectivement. C'est beau ce que je fais, et en plus de ça, c'est utile. Donc on peut se questionner, on peut se dire de prime abord, oui, mais du coup, est-ce que l'art européen, comme on le voit aujourd'hui, est utile ? Est-ce qu'un tableau de Picasso est utile ? Après, c'est un autre podcast. Oui, là, c'est un très vaste sujet. Mais c'est très intéressant. Ah oui, c'est un sujet de philo. Est-ce que la logistique est un art ? Bref. Non, mais comme ça, on pose les bases, on sème des graines, et puis ça fait réfléchir les auditeurs aussi à ces sujets-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Pour conclure notre conversation, parce que oui, on arrive à la fin, je voulais que tu nous partages une petite dose d'inspiration. Je fais toujours ça dans les épisodes du podcast. Est-ce qu'il y a un podcast, une vidéo, un reportage, un article, un livre que tu as lu qui t'a inspiré ou perturbé d'ailleurs et que tu as envie de nous partager ? Il y a plein de choses dans lesquelles c'est ta sélection à toi. Il y a plein de choses qui me nourrissent au quotidien, évidemment. Dans les gens, les lectures, ce que j'écoute, la musique, parfois j'ai des tilts, alors que je ne m'y attends pas du tout, en écoutant une musique qui n'a rien à voir, et je me dis « Ah, ça y est, c'est bon !» Ça m'a débloqué le truc. Non, je pense que le podcast que je vais citer
est un podcast, encore une fois, c'est assez spirituel, donc à mesurer, hein, mais qui s'appelle ZTO. C'est une personne qui interviewe, comme tu le fais ici, hein, mais des mystiques. Donc des gens pour qui la spiritualité a une forte place dans leur vie. L'intervieweur a lui, son positionnement de chrétien catholique, mais on parle de spiritualité et de mystique, parce qu'il interviewe des gens de tous horizons. Et ce podcast en question était le regard qu'on porte sur soi. On est très dur avec soi-même, on est impitoyable avec soi-même. Et c'est de s'adresser à soi-même comme on s'adresserait à un ami. Quand un ami vient vous voir en disant « j'ai fait une connerie », vous le plombez pas. Vous lui dites pas « mais putain, mais pourquoi t'as fait ça ? Mais c'est pas possible, mais t'es vraiment nul, mais pourquoi ? Mais jamais de la vie t'aurais dû faire ça ?» En général, vous dites « oh, wow. » Il y a toujours un petit sourire, une petite prise de recul de « ah ouais mec, t'as un peu merdé. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment je peux t'aider ? Comment on va de l'avant ?» Ce conseil de porter sur soi-même un regard amical, moi, il m'a beaucoup aidé. J'ai une vision de moi-même qui est évidemment catastrophique. Et j'y travaille. Donc cette formation de manager m'a beaucoup aidé. Je mérite d'être là, j'ai ce rôle qui m'est confié. Les gens ont une attente vis-à-vis de ce rôle qui m'a été confié, d'un comportement. Et si je suis là, c'est que je le mérite. Et pas de manière arrogante. Hein. En fait, je mérite d'être là. Et donc j'essaie d'appliquer ça. Merci. C'est chouette de finir sur ça parce que c'est un peu d'indulgence aussi. De bienveillance. De la bienveillance sans galvauder ce mot, mais de la vraie pure bienveillance. Donc merci beaucoup pour ce partage. Merci pour ta transparence, pour ta franchise. Ça fait du bien. T'es humain, tu vois, tu réfléchis, tu te poses des questions. Je me plante. Ta réflexion... non, mais c'est vrai, et c'est chouette, c'est que ta réflexion évolue aussi au cours de notre conversation. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est le naturel, la spontanéité, se dire qu'on n'est pas des robots, qu'on n'a pas des idées préconçues. Donc, merci infiniment. Il n'y a pas de président de vérité générale. Hein. C'est vivant. Merci beaucoup, Pierre Alban. Merci, Solange. Merci pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, pense à le partager ou à lui donner 5 étoiles. Et si tu souhaites exprimer ton ressenti, tes réflexions ou tes envies pour les prochains épisodes, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans le Prisme du Luxe.